Bonjour et bienvenue dans l'émission L'invité santé. Hier, réservée au cabaret et aux jeux du cirque, l'hypnose est aujourd'hui entrée à l'hôpital par la grande porte. Les patients qui souffrent d'insomnie, d'anxiété ou de fibromyalgie la réclament et les médecins se forment pour les traiter. Comment cette discipline est-elle devenue un véritable outil thérapeutique? Par quel circuit neuronal une séance peut-elle nous délivrer d'une souffrance? À qui peut-on faire confiance? C'est ce que nous allons voir dans un instant avec mon invité. Docteur Michel Ruel, bonjour. Bonjour. Vous étiez jusqu'en 2013 chef du service de médecine interne à l'hôpital Max Forestier à Nanterre, où vous tenez aujourd'hui des consultations, mais cette fois sur l'hypnose médicale. Vous venez de publier un ouvrage aux éditions Le Duc, Se soigner avec l'hypnose et l'auto-hypnose. Alors, jusqu'à présent, on avait l'impression que l'hypnose était un peu de la magie, mais qu'aujourd'hui, c'est devenu le couteau suisse de la médecine. Oui, effectivement, il y a eu à la fois un certain nombre d'études scientifiques où on a pu visualiser les zones du cerveau qui sont activées lors d'une séance d'hypnose. Toute une série de travaux ont montré qu'il ne s'agissait pas de magie, mais du fonctionnement finalement normal du cerveau. C'est-à-dire qu'on peut être en hypnose dans certains moments de la journée et les praticiens de santé vont apprendre à leurs patients à utiliser cette faculté naturelle pour leurs besoins de santé. Alors ça veut dire qu'il y a de plus en plus de services qui, au sein des hôpitaux, développent de l'hypnose? L'hypnose, effectivement, a maintenant droit de cité dans les hôpitaux. On la reconnaît comme efficace. Évidemment, ça se fait lentement. Vous savez, les évolutions d'un système de santé sont progressives, mais de plus en plus d'hôpitaux, les soignants commencent à demander des formations en hypnose. Il y a certains hôpitaux qui sont vraiment à la pointe, d'autres qui s'y mettent plus lentement. Et j'espère qu'on arrivera bientôt à pouvoir généraliser le recours à l'hypnose pour améliorer la qualité des soins. Le nombre d'hôpitaux qui en pratiquent, ça se compte sur les doigts d'une main ou c'est beaucoup plus important que ça aujourd'hui? Oh, c'est plus important. Alors, il y a des hôpitaux qui sont vraiment des champions en la matière. Je pense à l'hôpital de Bourg-en-Bresse où ils ont formé 342 soignants sur un hôpital qui doit faire 700 ou 800 lits. Par exemple, au CHU de Bordeaux, ils ont 186 soignants formés. Évidemment, c'est sur 7000 soignants et 1600 médecins, c'est évidemment une petite proportion, mais c'est en développement et ça va augmenter. Alors, vous expliquez très bien dans votre livre que vous avez été, vous, formé à la médecine qui est fondée sur les preuves, mais en même temps que les remèdes classiques, tous les remèdes classiques sont parfois épuisés pour soulager la souffrance de quelqu'un. Est-ce que vous, c'est ce qui vous a conduit à vous intéresser à l'hypnose? Oui, c'est évident que, enfin, moi j'ai une spécialité, en dehors de la médecine interne, je suis aussi rhumatologue, et en rhumatologie, il y a des quantités de souffrances, de douleurs qu'on n'arrive pas à soigner par les moyens classiques. Et avoir un autre outil, c'est très important. Et c'est cet échec-là que vous pouviez constater avec certains patients, pas d'outils, qui vous a conduit véritablement à emprunter cette voie? C'est, disons, un atelier, un congrès de la Société française de rhumatologie en 2007 où mon collègue Éric Gilbert a présenté tellement bien tout ce qu'il faisait avec ses patients dans un atelier d'1h30 que j'ai été conquis et j'ai décidé de me former moi aussi. Et je ne pensais pas à l'époque que ça prendrait une telle place dans ma vie. Alors, on va entrer dans votre salle d'attente. Qui sont les patients qui viennent vous consulter? Alors, à l'hôpital de Nanterre, il y a toutes sortes de patients qui viennent soit pour des douleurs chroniques, soit pour des troubles du comportement alimentaire, pour arrêter le tabac, pour l'insomnie, pour l'anxiété, la dépression, des phobies, pour des enfants qui font pipi au lit ou qui ont des troubles des apprentissages scolaires. Il y a vraiment toutes sortes
de demande. Ce sont plutôt des personnes qui sont en échec thérapeutique par une médecine plus, je dirais, plus classique et qui, avec l'hypnose, voient une voie de peut-être une solution, ou c'est une simple curiosité de leur part? C'est surtout des échecs thérapeutiques, oui. C'est-à-dire des souffrances qui ne sont pas soulagées. Je pense aux patients qui sont sous antidépresseurs depuis des années, par exemple, ou qui gardent des phobies, qui handicapent vraiment leur vie et qui ont besoin d'une technique différente, oui. Alors, on va voir dans un instant ce que vous proposez à ces personnes-là, mais vous dites aussi dans votre livre qu'on fait tous les jours nous-mêmes de l'hypnose, que vous avez donc appelé l'auto-hypnose. Comment ça se passe? On ne s'en rend pas compte? Dans quelles circonstances en fait-on? Alors, en fait, on a quelques moments d'hypnose spontanée dans la journée. Alors, ça peut être tout simplement quand on est au volant de sa voiture et qu'on ne pense pas à quelle vitesse on va changer pour conduire. Mais ça peut être dans d'autres circonstances, quand on part un peu dans la lune, comme on dit. Et les enfants, notamment, ont beaucoup de moments d'hypnose dans la journée. Il faut les respecter. Et quand, dans une classe, il y a un enfant qui est dans la lune, peut-être qu'il est en train son cerveau est en train de travailler de manière beaucoup plus efficace que s'il était absolument rivé sur ce que dit le professeur. Ceci dit, s'il y a 30 enfants qui sont un peu dans la lune, ça va être compliqué à gérer pour le professeur. Mais la connaissance de cela permet d'être un petit peu plus tolérant, peut-être. Mais ces moments-là sont très importants dans notre vie quotidienne. Il faut donc, que vous disiez pour les enfants, il faut les respecter. Est-ce qu'il faut les encourager, même chez les adultes, de finalement couper un petit peu le lien avec l'extérieur? Oui, alors je répondrai deux choses. Pour les apprentissages, on sait que le cerveau a besoin d'un moment de rêverie, c'est-à-dire pas consulter ses SMS, mais vraiment un moment de rêverie, d'inattention, de 3-4 minutes toutes les 45 minutes d'apprentissage, où au bout d'une heure et demie, il faut faire une pause de 5 ou 10 minutes quand on est en train de travailler pour que le cerveau puisse mémoriser. La deuxième chose, votre question, c'était qu'il faut privilégier ces moments-là, même chez les adultes, et même y prêter attention. Exactement. Alors chez les adultes, on a besoin de décrocher, on a besoin de rêver. Et ça, malheureusement, on est dans un temps qui s'accélère avec des contraintes perpétuelles. Et il ne faut pas perdre son temps, il faut tout le temps être branché, connecté à son téléphone portable. Et ça, c'est extrêmement mauvais pour notre santé mentale. Vous ajoutez, il faut prendre conscience de sa conscience. Comment on fait concrètement? Prendre conscience de sa conscience. Et vous pouvez tout simplement penser que si vous êtes en train de marcher, vous marchez et vous pensez brusquement, vous pouvez dire tiens, je fais attention, je marche avec le pied droit, le pied gauche. Ça, vous n'aviez pas conscience que vous étiez en train de marcher, des sensations. En quoi c'est important de faire ça? Alors, c'est important de revenir à la sensorialité. Alors, je dis de marcher, mais ça peut être aussi de regarder un peu la couleur des feuilles des arbres ou de sentir une fleur quand on passe. Je sais bien qu'à Paris, on ne sent pas trop les odeurs de fleurs, mais retrouver des sensations de base comme ça, s'émerveiller devant des couleurs, des lumières, les senteurs de fleurs, c'est important. Mais comme l'exercice physique, vous recommandez par exemple de le faire tous les jours, de s'octroyer un petit peu ces plages de rêverie. Est-ce qu'on peut le considérer comme un exercice comme un autre finalement? Alors là, on ne parle pas d'auto-hypnose, on parle seulement d'une ouverture, d'un retour un peu à notre sensorialité qui nous permet de souffler et de rêver. C'est ça que je veux dire. Alors, je voudrais prendre une citation de votre livre. Vous dites « Mes patients me parlent de leur quotidien en transe. Ils jouent du piano, montent à cheval ou descendent des pistes de ski. Et quand je leur demande s'ils aiment danser, bricoler, nager, leurs yeux se mettent à briller. » Alors, est-ce que le point de départ d'une séance d'hypnose, c'est l'évocation de souvenirs positifs? Alors, c'est très important votre question. En hypnose, on sait que, j'y reviendrai peut-être tout à l'heure, mais quand on évoque un souvenir et qu'on est en hypnose, en fait, on le revit. Et revivre un souvenir où on a fait quelque chose d'important, de réussi, ou tout simplement quelque chose avec ses mains, c'est important parce que ça fait
ça active des neurones spéciaux, les neurones canoniques, les neurones qui agissent dans le domaine de l'action. Et si vous revivez une action que vous faites, vous stimulez ces neurones qui sont importants, pas seulement pour l'action, mais aussi pour la santé mentale en général. Mais en quoi vous le reliez à la souffrance qui m'a conduit à venir vous voir? Écoutez, je peux vous donner un exemple de ma patientèle. Il y a par exemple une femme qui était venue me voir, c'était une femme qui était anorexique et qui se disait très fatiguée, extrêmement très maigre bien sûr. Et elle était venue me voir en me disant c'est dommage, j'ai gagné 2 places pour un voyage au Portugal, à Lisbonne, et je suis trop fatiguée pour y aller. Et je lui ai demandé ce qu'elle savait faire, ce qu'elle avait fait dans sa vie, toutes ses ressources. Si justement, si elle aimait danser ou marcher ou faire du ski ou un sport, et elle m'a raconté qu'elle faisait de l'équitation. On est parti en transe, en activation hypnotique, un exercice d'hypnose. On est parti dans un souvenir d'une course d'équitation ou une course avec des obstacles. Et quand je lui ai fait revivre toutes les sensations du moment où elle allait faire sauter son cheval au-dessus de la rivière ou au-dessus de la haie, toutes les régions de son cerveau, les zones de son cerveau qui avaient été activées à cette époque-là, se sont réactivées en séance d'hypnose. Et ça lui a donné beaucoup de satisfaction, de force. Et quand elle est revenue, quand on a terminé l'exercice, je lui ai dit à Lisbonne, vous aurez le temps d'aller voir les chevaux? Et elle m'a dit non, on n'aura pas le temps, mais on fera autre chose. Donc en fait, elle avait décidé d'y aller alors qu'elle disait qu'elle n'avait pas la force d'aller faire son voyage. Le fait de retrouver, de revivre cette expérience dynamique d'équitation, de course d'obstacles, lui a redonné cette force. D'accord, mais elle était venue pour une anorexie, elle n'a pas été traitée ou soignée ou prise en charge au bout de quelques séances. Une anorexie, ça dure des années et ce n'est pas une séance d'hypnose qui permet, il faut un suivi long. Donc vous, votre mission, votre travail, ça a été de l'alléger d'un poids et de lui faire prendre conscience qu'il pouvait y avoir dans son passé des évocations positives, là où elle était plutôt sur une attitude négative. Exactement. C'est-à-dire, ce qu'il faut, c'est amorcer le changement. Une fois qu'un tout petit changement a commencé, les patients continuent et le changement progresse. Et l'hypnose, c'est une thérapie du changement. C'est-à-dire, vous venez me voir, moi, praticien, professionnel de santé, et vous me dites « je veux changer ça dans ma vie ». Je vous dis « d'accord, je vais vous aider, je vais vous apprendre, je vais vous faire un exercice d'hypnose où je vais activer vos ressources. Non, ce n'est pas moi, je vais vous aider à activer vos ressources. Vous allez activer vos ressources, des ressources que vous avez oubliées que vous étiez capable de faire telle ou telle chose. Je vous aide et vous allez travailler à ce changement et progressivement réaliser votre but. Si on vous écoute, on a l'impression que vous pouvez répondre à toutes les formes de demande. D'ailleurs, vous citiez tout à l'heure les motifs de consultation dans votre cabinet. L'éventail était très large. C'était un inventaire à la Prévert. Vous parliez par exemple du petit garçon qui fait encore pipi au lit. C'est-à-dire que vous prenez le sujet à la racine, en fait. Vous l'avez dit tout à l'heure, l'hypnose couteau suisse de la médecine, c'est-à-dire l'hypnose ne se substitue pas à un traitement nécessaire. C'est-à-dire que si vous avez... Il m'arrive quelquefois de voir quelqu'un qui a un rhumatisme et lui dire « mais on ne va pas faire d'hypnose, je vous donne tel traitement et vous allez être guéri ». Donc quand il y a un traitement médical qui est efficace, on l'utilise. Si vous faites un infarctus du myocarde, vous allez appeler le SAMU. D'abord, le temps que le SAMU arrive, vous pouvez faire une séance d'hypnose qui va permettre de diminuer l'angoisse, de diminuer le risque de faire un trouble du rythme cardiaque à cause de cette angoisse. L'hypnose, à ce moment-là, agit comme complément. Dans d'autres indications où la médecine est en échec, à ce moment-là, l'hypnose va être le traitement principal. Alors, deux choses. Vous dites l'amorce du changement. Est-ce qu'il faut
une, plusieurs, enfin c'est peut-être au cas par cas, mais plusieurs séances d'hypnose pour se délivrer un petit peu ou pour changer? C'est ma première question. Et la deuxième question, peut-être vous pouvez y répondre de suite, c'est sur la situation de transe. Vous avez cité le mot de transe tout à l'heure. C'est un mot qui fait un petit peu peur, oui. Mais pour vous, bien évidemment, ce n'est pas le cas. Alors, effectivement, historiquement, on garde le mot transe qui évoque beaucoup de choses, puisqu'on connaît aussi bien les trans vaudous, les trans des Mongols. Pour nous, c'est tout simplement l'activation de certaines zones du cerveau. L'hypnose, c'est une activation de conscience. C'est-à-dire que, évidemment, bien évidemment, on ne dort pas, bien évidemment, on n'est pas manipulé comme dans les hypnoses de spectacle. L'hypnose, c'est une activation des zones cérébrales. Alors, on a mis en évidence lesquelles. Hein, on va en reparler dans un instant. Voilà. Et c'est ça qu'on appelle la transe, c'est l'activation du processus hypnotique qui nous permet d'avoir un état de conscience élargi et où on quitte un petit peu toutes ces limitations, ces inhibitions, et pour s'ouvrir à toutes les possibilités de notre être et toutes nos ressources. Et le nombre de séances varie en fonction de la nature. Variable. Oui. J'ai des patients dont une séance a suffi à résoudre leurs problèmes et puis d'autres que j'ai vus 7, 8 fois, c'est très variable. Quels sont les circuits empruntés dans le cerveau lors d'une séance d'hypnose? C'est ce que nous allons voir dans la deuxième partie de l'émission. D'abord, qu'est-ce qui fait qu'une personne peut être sensible ou non aux séances d'hypnose? Alors autrefois, on faisait des tests d'hypnotisabilité pour savoir si les gens étaient hypnotisables. Maintenant, ça n'apparaît pas d'un grand intérêt. Ce qui est important, en fait, c'est la motivation des gens. C'est-à-dire, si vous êtes très motivé, ça va marcher. Les plus grandes motivations, ce sont les gens qui sont en soins palliatifs, qui ont vraiment besoin de confort et ils entrent complètement dans le processus d'activation hypnotique parce qu'ils ont un très grand désir d'aller mieux pour le temps qui leur reste. Pour des gens qui sont... dans toutes les autres indications, tout dépend de la motivation. Par exemple, dans votre patientèle, est-ce qu'il y a un taux, entre guillemets, d'échec important ou ça s'équilibre entre les gens pour qui ça marche et d'autres pour qui ça ne marche pas? Alors, je n'ai pas de statistiques et il y a des gens qui ne reviennent pas et je ne sais pas s'ils ne reviennent pas parce qu'ils ont été soulagés ou parce qu'ils n'ont pas été contents. Donc, je ne peux pas répondre à la question. Ce que je sais, c'est que aussi l'expérience et la confiance du praticien de l'hypnose comptent. Et plus ça va, moins j'ai de résistance. C'est-à-dire, il y a mes patients, ça marche mieux si on est plus compétent, évidemment. Il y a quand même, dans l'hypnose, ce n'est pas un protocole avec un médicament qui donne tant de résultats. Il y a le savoir-faire du praticien, il y a la relation qui s'établit avec le patient. Tout ça, ce sont des choses qui sont moins palpables. J'ai vu des chiffres circuler sur ce sujet, mais il y a très peu d'études disant que 10% des personnes y arrivent facilement, 10% avec difficulté, et le reste, pas du tout. Ça vous paraît exact? Je ne sais pas. Je n'entre pas trop dans les chiffres. Dans ces chiffres-là. En revanche, pour moi, chaque patient est un cas particulier. C'est ça en hypnose aussi. C'est que chaque patient a non seulement ses besoins, son désir, aussi ses ressources, son histoire, la relation qui va se nouer avec le praticien. Et donc tout ça, c'est difficilement modélisable. C'est finalement en fonction de la volonté du patient. Il n'y a pas d'obstacle, on va dire, physiologique au fait que ça marche ou pas. Alors, on ne fait pas d'hypnose en cas de psychose paranoïaque, par exemple. Et pour les patients qui ont une psychose, certains peuvent bénéficier de l'hypnose, mais uniquement avec un psychiatre qui connaît très bien
ces maladies. Alors, vous expliquez que l'hypnose modifie la connectivité entre nos aires cérébrales. Expliquez-nous ce qui se passe réellement dans notre cerveau quand on est sous hypnose. Alors, je vais vous parler d'une expérience intéressante. On a pris un appareil d'IRM fonctionnel, c'est-à-dire ce n'est pas une IRM qui permet de voir les structures anatomiques du cerveau, mais ça permet de voir le fonctionnement. Donc, vous avez une image du cerveau avec des zones qui s'allument quand elles sont activées. Et ce qu'on observe en état d'hypnose, c'est l'activation de certaines zones du cerveau, le cortex singulaire antérieur, le précuneus, enfin tout ça, ça va paraître barbare à vos auditeurs, mais il y a des zones du cerveau qui sont activées préférentiellement. Et puis, donc on a fait une expérience, on a fait rentrer quelqu'un dans une IRM fonctionnelle et on lui a fait écouter un concerto de Mozart. On voit qu'à ce moment-là, une aire du cerveau qui a été décrite au XIXe siècle par le docteur Brodmann, l'aire 32, s'allume quand on écoute de la musique. On arrête la musique, l'aire 32 devient grise. Ensuite, on fait une induction hypnotique, c'est-à-dire on active le processus hypnotique chez le sujet de l'expérience. Et on voit à ce moment-là, on lui suggère qu'il est en train d'écouter Mozart et l'aire 32 se rallume. C'est-à-dire qu'en hypnose, quand vous évoquez un souvenir, ce n'est pas un souvenir, c'est que vous revivez l'expérience exactement. C'est-à-dire la même zone du cerveau qui s'est activée quand vous faisiez une expérience de vie, une action, se réallume pendant l'hypnose. Si on suit donc ce circuit, il y a certaines régions qui vont s'intensifier pendant une séance d'hypnose. Peut-être que d'autres vont alors fonctionner au ralenti. Par exemple, celles qui commandent un peu notre conscience. Est-ce que c'est exact ou pas ? L'hypnose, c'est un état de conscience élargi, c'est-à-dire on est parfaitement conscient. On ne fait pas attention à certaines choses et on se concentre sur d'autres. C'est-à-dire que le rayon de notre conscience va se fixer sur ce qui est suggéré par le praticien qui fait l'hypnose avec vous, et vous allez oublier la sonnerie du téléphone ou la porte qui va être ouverte malencontreusement. Donc, en fait, c'est un processus de l'attention. Vous focalisez votre attention sur un point particulier. Mais vous mettez au ralenti, si j'ose dire, d'autres zones du cerveau, justement, pour retrouver... C'est-à-dire qu'il y a des choses auxquelles vous ne faites plus attention. C'est seulement un processus de sélection des choses auxquelles vous allez être conscient, auxquelles vous allez faire attention à certaines choses et pas à d'autres. Et ce sont les mêmes zones qui s'allument, si j'ose dire, entre celles qui concernent la rêverie et celles qui concernent l'hypnose, ou c'est d'autres zones dans le cerveau ? Non, ce n'est pas tout à fait les mêmes, mais ça, c'est un peu compliqué. Effectivement, c'est l'état de rêverie, l'état de base du cerveau n'est pas exactement l'état d'hypnose. Alors, on s'imagine souvent que pendant une séance d'hypnose, on perd le contrôle. Du coup, on devient vulnérable. Est-ce que c'est exact ? Alors, c'est pas tout à fait... C'est un peu vrai et pas complètement vrai. C'est-à-dire qu'il y a eu, par exemple, Milton Erickson, qui est le psychiatre américain qui a été à l'origine de la nouvelle hypnose qui n'est plus autoritaire. Avant Milton Erickson, c'était autoritaire, c'était « dormez, je le veux ». Après Milton Erickson, c'était l'hypnose moderne. Une parenthèse, par exemple, vous commencez une séance d'hypnose toujours par un même début ou une même phrase, ou c'est variable en fonction de la personne ? C'est un peu variable, oui, mais c'est toujours... je dis aux gens, vous pouvez fermer les yeux et les rouvrir quand vous voulez au cours de l'exercice. Vous pouvez aussi les laisser ouverts. Enfin, c'est très... Comment dirais-je, c'est pas du tout autoritaire. Je propose. D'accord, je vous ai interrompu. Donc, on était en train de parler de Milton. Milton Erickson. Oui. Donc, Milton Erickson n'a jamais réussi à faire faire à quelqu'un quelque chose qui n'était pas éthique. Il a essayé. Bon. Ceci dit,
il existe pendant l'état d'hypnose une suggestibilité particulière. C'est-à-dire on est plus réceptif aux suggestions. Donc ça nécessite, c'est une espèce de fragilité quand même. On ne peut pas faire de vous n'importe quoi, évidemment, mais on peut vous suggérer des choses. Et c'est pour ça que celui qui fait l'hypnose avec vous doit être un professionnel de santé avec une éthique. Si vous êtes sur un plateau de télévision ou pire, dans l'hypnose de rue, alors là, vous allez être manipulé, vous êtes réellement en position de faiblesse. On vous aborde et on vous dit, dans la rue, vous n'avez rien demandé, vous êtes surpris, on vous dit « Tiens, je vais faire avec toi de l'hypnose de rue », ça c'est très dangereux, parce qu'on est quand même en état un certain état de faiblesse, on ne peut pas se défendre de la même façon. On perd une forme de contrôle de soi. Alors, on ne va pas vous faire n'importe quoi, mais ça peut entraîner une souffrance après. Est-ce que les enfants sont sensibles de la même façon que les adultes à l'hypnose, étant entendu que leur cerveau est en pleine construction et que les circuits sont un petit peu différents ou pas? Les enfants sont tout le temps en hypnose quand ils jouent. Donc, pour revenir quand même à ce que vous me demandiez sur la faiblesse pendant l'hypnose, il faut dire quand même que quand vous venez faire une séance d'hypnose avec un praticien, avec un professionnel de santé, vous venez pour un but, dans un cadre particulier, avec un professionnel qui a une éthique, et là, vous pouvez être parfaitement rassuré. On va y venir, c'est justement la dernière partie de notre émission avec le docteur Ruel. Alors en 2016 ou 2015, l'INSERM a rendu un rapport qui retenait 3 domaines d'application pour l'hypnose, parmi lesquels figurait l'anesthésie. Expliquez-nous comment ça se passe. D'ailleurs, vous le racontez dans votre histoire, l'histoire d'une patiente qui doit subir une opération. Oui, alors l'efficacité qui a été prouvée par les études étudiées par l'INSERM, c'est sur la douleur en général. Alors que ce soit le traitement de la douleur aiguë, chronique, ou l'utilisation en hypnoanalgésie, en anesthésie. Donc actuellement, effectivement, on peut réaliser beaucoup d'interventions qui autrefois se faisaient sous anesthésie loco-régionale ou même générale, on peut les réaliser avec l'hypnose seule. Il y a certaines anesthésies générales aussi qui peuvent être préparées par l'hypnose, et dans ce cas, on a moins besoin on peut diminuer la dose d'anesthésique. Donc là, ce sont des progrès qui sont, que le grand public commence à connaître. C'est-à-dire que la personne qui est sous hypnose lors d'une intervention chirurgicale voit tout ce qui se passe, ne ressent pas la douleur. Concrètement, dans quel état elle se trouve? Alors, par exemple, il y a un professeur de Fémonville qui travaille à Liège, qui a fait à peu près 8000 interventions, enfin anesthésie par l'hypnose pour une intervention de la thyroïde. On fait une anesthésie locale à la xylocaïne pour ouvrir la peau, et après tout se passe uniquement avec l'hypnose. C'est-à-dire que le professeur de Fémonville accompagne le patient ou la patiente, par exemple dans une balade en forêt. Alors elle est capable de parler pendant 2 heures, tout le moins d'entretenir l'état hypnotique chez le patient qui voyage dans sa balade en forêt ou ailleurs. C'est-à-dire que le patient est à la fois dans la salle d'opération, évidemment, et il est en même temps ailleurs, dans un souvenir agréable. Vous insistiez tout à l'heure sur l'aspect éthique. Comment peut-on faire la différence? Quels sont les repères pour faire la différence entre un charlatan, disons le mot, et quelqu'un qui va faire dans un cadre précis des séances d'hypnose? Comment choisir? Quels sont les repères que nous devons avoir qui nous montrent qu'on va chez une personne qui va faire véritablement de l'hypnose médicale et non pas du charlatanisme? D'accord. Eh bien, d'abord, savoir que le mot hypnothérapeute ne signifie rien. Il y a des gens qui s'intitulent hypnothérapeute parce qu'ils n'ont aucun autre titre. Il y a par ailleurs des soignants qui ont mis hypnothérapeute pour signifier qu'ils font de l'hypnose. Et ce qui est important, c'est de voir qu'ils sont médecins, psychologues, psychothérapeutes ou infirmiers
et pour des soins infirmiers, dentiste pour des soins dentaires, kiné pour accompagner une rééducation. Chaque profession de santé fait de l'hypnose dans son domaine de compétences. Tout à l'heure, vous me parliez des anesthésies. Dans mon livre, je rapporte l'opération l'évacuation d'un abcès du sein par le docteur de Sarcus, qui est chef de service de gynécologie à l'hôpital de Nanterre. Il a fait un accompagnement hypnotique magnifique parce que la patiente a vécu ça très bien. Et il utilise l'hypnose dans son domaine de gynécologue, obstétricien. Donc un professionnel de santé, quoi qu'il arrive. Oui, absolument. Alors justement, vous voulez former les professionnels de santé. Qu'est-ce que vous leur renseignez? Alors je fais des formations à des groupes d'infirmières ou d'aides-soignantes à qui j'apprends déjà à changer leur vocabulaire, on y reviendra si vous voulez, et à utiliser des techniques d'hypnose faciles pour soulager la douleur. Faire un pansement, par exemple, de façon confortable, que emmener le patient dans une expérience agréable et qu'il oublie qu'on lui fait un pansement qui, la veille, était douloureux. J'enseigne aussi à des groupes de médecins généralistes, dans leur pratique de médecine générale, à changer leur vocabulaire et à utiliser des techniques d'hypnose pour leurs patients. Changer leur vocabulaire, arrêtons-nous 2 secondes là-dessus. Vous prenez l'exemple, si on dit à quelqu'un « rassurez-vous, ça ne va pas être douloureux », la personne va retenir le mot « douloureux » et non pas la négation, c'est ça? Exactement, c'est-à-dire que quand on est un peu ému, on n'est pas sensible aux subtilités de la grammaire de la langue française, on entend des mots de façon littérale. Je vais vous piquer, ça ne va pas faire mal, ça ne va pas durer longtemps. On entend piquer mal longtemps. Et il y a ça, et puis il y a aussi toutes les prophéties autoréalisatrices qui sont terribles. Et, par exemple, si votre enfant a des mauvaises notes et que vous lui dites « Ah, toi, tu ne feras jamais rien à l'école », c'est terminé, vous pouvez être sûr qu'il ne fera jamais rien à l'école. Si le médecin dit vous allez être soulagé pendant 24 heures, la 25e heure, il va avoir mal. Il faut vraiment que les médecins, les soignants soient conscients de la façon dont les patients reçoivent les messages et que les prophéties sont autoréalisatrices. Si vous me permettez, c'est un champ phénoménal pour changer ce genre d'habitude. Docteur Michel Ruel, merci. Je rappelle que vous êtes auteur d'un ouvrage paru aux éditions Le Duc, Se soigner avec l'hypnose et l'auto-hypnose, écrit en collaboration, il faut la citer, avec Chantal Briquet, qui est psychologue. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine avec un nouvel invité santé. Merci de votre fidélité.